Des anomalies à l'origine d'un enrichissement des génomes. Et nous poursuivons le chapitre 2, accidents génétiques de la méiose et diversification des génomes. Des anomalies peuvent survenir au cours de la méiose. Par exemple, ce peut être un crossing over inégal. On en parlera tout à l'heure. Ces accidents engendrent parfois une diversification importante des génomes et jouent un rôle essentiel dans l'évolution biologique. Alors pour vous, les élèves de terminale, il serait bon de savoir schématiser les mécanismes expliquant certaines anomalies chromosomiques après méiose et fécondation, comme on a déjà vu précédemment. Alors, nous allons essayer de mettre en évidence l'existence de gènes dupliqués. Nous allons essayer de découvrir également le mécanisme et leur obtention. Et puis nous essaierons de suggérer l'importance évolutive de ce phénomène d'enrichissement quantitatif du génome. Des anomalies à l'origine d'un enrichissement des génomes. C'est notre sujet du jour. Alors vous savez qu'il existe des cellules diploïdes, d'autres qui sont haploïdes. Concernant les cellules diploïdes, chaque gène est localisé sur un autosome, chaque gène plutôt localisé sur un autosome est normalement présent en 2 exemplaires. Parce que vous savez qu'il y a des chromosomes homologues. Homologue, ça veut dire qu'il y a 2 chromosomes identiques. Alors, vous savez bien qu'ils ne sont pas identiques parce qu'il y a des allèles, les allèles des différents gènes peuvent être différents. Donc ça crée un polyallélisme qui fait que les 2 chromosomes homologues en fait sont presque homologues mais pas tout à fait. Mais on remarque que certains gènes sont parfois présents en plus grand nombre d'exemplaires dans le génome. C'est bizarre, non? Ça veut dire que vous avez une séquence d'ADN et puis donc qui va coder pour un gène, qui va coder pour une protéine bien précise en fait, et vous apercevez que vous avez plusieurs exemplaires de ce gène, donc qui pourrait coder la même protéine évidemment. C'est un peu bizarre. Donc on va se poser le problème, la problématique plutôt, comment des gènes peuvent-ils se multiplier dans le génome, et est-ce que on pourrait considérer quelquefois que cela représente un avantage pour les personnes et les espèces concernées. Alors, commençons déjà par prendre un exemple concernant le gène de l'amylase. Ce gène, en fait, est en nombre d'exemplaires variable dans les populations humaines. Donc, selon la population, il y a plus ou moins d'exemplaires. Par exemple, alors pas par exemple, mais on remarque que dans certaines populations, le riz est majoritaire au niveau de l'alimentation. C'est le cas dans certaines régions de l'Inde, par exemple, donc le riz est vraiment l'aliment principal. Alors on essaie de regarder la quantité d'amylase salivaire mesurée chez 50 individus du nord-américain. Donc on fait un graphe amylase en milligrammes par millilitre de salive en fonction des individus. Alors, donc individus nord-américains, on n'est pas en Inde. Tout à l'heure je vous ai pris l'exemple de l'Inde, mais là c'est nord-américain. Donc peut-être que vous pourriez vous procurer le même graphe et puis suivre avec moi les informations. Alors, un individu possède un tout petit peu plus que 0 mg de salive par millilitre.
enfin quantité d'amylase par millilitre de salive. Je ne sais plus ce que je vous dis, j'ai dû vous dire une bêtise. Donc pour une personne, voire deux personnes en fait, l'amylase est presque à une valeur, enfin la quantité d'amylase en milligrammes par millilitre de salive est presque à la valeur 0. Donc il n'y en a pas beaucoup. Alors l'amylase salivaire, elle est capable de dégrader de l'amidon, par exemple. Or le riz, c'est quoi? C'est beaucoup d'amidon, en fait. Donc si une personne ne possède pratiquement pas d'amylase salivaire, dans la salive, parce qu'après la digestion peut se faire dans l'estomac ou l'intestin. Ensuite, 3 personnes ont 1 mg d'amylase salivaire par millilitre de salive. Et puis, on regarde à mesure que le nombre de personnes augmente, il y a, par exemple, pour la 49e personne, non, la 50e personne, puisqu'il y a 50 personnes. Pour la 50e personne, on s'aperçoit que le taux d'amylase est passé à 5 mg par millilitre de salive. Et on s'aperçoit que pour que cette quantité d'amylase mesurée chez 50 individus, elle est variable, mais en fait, elle part de pratiquement 0 pour arriver pratiquement de manière régulière jusqu'à 5. Donc entre 0,5 et 5 mg, il y a quand même une sacrée différence. Donc on peut très bien imaginer que plus il y a d'amylase dans la salive, mieux vont être digérés les aliments qui contiennent de l'amidon. C'est logique de le penser. En fait, il existe un gène que l'on appelle le gène AMY1, AMI1. Il permet la synthèse de l'amylase salivaire, ce gène. Et il est localisé sur le chromosome numéro 1. On a constaté qu'il y avait une variation du nombre de copies de ce gène. En effet, si vous vous procurez un document sur la mise en évidence chez un individu asiatique du nombre de copies du gène AMI1 sur ces deux chromosomes 1, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des duplications. Donc, qu'il y a eu des variations du nombre de copies relativement importantes. Donc, chaque association des deux sondes rouge et verte identifie une copie du gène. Donc, chaque association des deux sondes rouge et verte, alors évidemment, il faut que vous ayez le même document que moi, mais ça veut dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de copies, un nombre relatif de copies. Donc on suit, vous avez des sondes rouge, verte, vous comptez. Alors, donc sur ces deux chromosomes 1, donc c'est étrange parce que le nombre de copies n'est pas le même chez les deux chromosomes homologues numéro 1. Sur l'un des deux, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 copies du gène AMI1, et sur l'autre, il y en a 1, 2, 3, 4 seulement. Alors c'est bizarre, on peut se demander pourquoi sur l'un des chromosomes homologues, il y a beaucoup de copies du gène AMI1, alors que sur l'autre, il n'y en a pas. Alors, on peut peut-être commencer à penser que les crossing over sont peut-être en jeu. Vous imaginez s'il y a des échanges de matériel, peut-être qu'il va y avoir au fil du temps un nombre de copies relativement importante qui aura été échangé au niveau des crossing over. Donc, qui se passe au niveau de la prophase numéro 1. Donc voilà, c'est relativement étrange. Donc ces chercheurs, donc voilà ce qu'ils ont constaté. Donc un nombre de copies inégal
sur le chromosome numéro 1, et ils ont alors recherché l'existence d'une corrélation entre la sécrétion d'amylase salivaire, le nombre de copies du gène et les habitudes alimentaires. Effectivement, on peut se poser la question, puisque les gens mangent de l'amidon, du riz par exemple. Ce qui a été mesuré tout à l'heure, c'était chez un individu asiatique. Donc, corrélation ou pas entre les habitudes alimentaires, le nombre de copies du gène et la sécrétion d'amylase salivaire. Alors effectivement, on pourrait très bien penser en voyant les deux chromosomes numéro 1 que sur l'un des chromosomes, il y a beaucoup d'exemplaires, et beaucoup d'exemplaires de l'AMI 1, ça permet de créer beaucoup d'amylase salivaire. Or, les chercheurs voudraient savoir, est-ce que ça correspond au fait que ces gens mangent beaucoup plus d'amidon, par exemple de riz? Alors, encore une fois, il va falloir que vous procuriez des graphiques. Alors, ces graphiques, c'est amylase en milligrammes par millilitre de salive en fonction du nombre de copies. Donc, recherchez un document correspondant à la quantité d'amylase salivaire en fonction du nombre de copies du gène AMI1 pour les 50 individus nord-américains. Donc ça, c'est le document grand D. Tout à l'heure, je vous ai expliqué des choses et on avait parlé du document grand C. Donc différence du nombre de copies entre les deux chromosomes, donc c'était le document grand C. Et le document grand E, lui, c'est la proportion d'individus en pourcentage en fonction du nombre de copies du gène AMI1. Il s'agit en fait de la répartition du nombre de copies du gène AMI1 dans deux populations qui ont des régimes alimentaires différents. Alors, la source des documents, c'est George H. Perry et All Nature Genetics 2007. Alors, et le document, j'ai oublié de vous dire, le document A, c'est quand je vous ai dit que le principal aliment chez certains Indiens, chez certaines populations indiennes, c'était le riz. Et document B, c'était la quantité d'amylase salivaire mesurée chez 50 individus nord-américains. C'est-à-dire la quantité d'amylase en fonction des individus en fait. Bon, je vous donne les documents parce qu'après il va falloir qu'on fasse des relations, des hypothèses et mettre en relation les uns avec les autres. Donc on n'a pas fini. Donc amylase salivaire en milligrammes par millilitre de salive en fonction du nombre de copies du gène AMI1. Qu'est-ce que ça donne? Alors déjà on a une courbe de tendance, on a une droite que vous pouvez, si vous faites, si on vous donne des éléments pour construire un graphique, allez-y, il ne faut pas hésiter. Alors, nombre de copies, quand il y a 0 copie, en fait, il n'y a pas d'amylase salivaire. Ça, c'est clair et net, il n'y en a pas. Lorsqu'il y a deux copies, il y a 0,25 mg d'amylase à peu près. Et lorsque l'on va à l'autre bout du graphique, pour 16 copies, 15 copies on va dire, il y a 6 mg d'amylase salivaire. Et puis entre les deux, donc il y a tout un nuage de points qui vont de 2 jusqu'à 16 copies, et donc de 0,25 jusqu'à 6, à peu près 6 mg. Donc voilà, donc là on a juste la corrélation de la quantité d'amylase qui est produite en fonction du nombre de copies, et ça paraît logique de penser que plus il y a de copies, plus il y a de sécrétion d'amylase salivaire. Donc ça veut dire que le gène AMI1 s'exprime d'autant plus que le nombre de copies est important. Donc concernant notre chromosome numéro 1, l'un des deux homologues en fait qui possédait beaucoup de copies, on peut se dire que d'après ce que l'on a mis en évidence dans le document D, eh bien,
il devrait y avoir beaucoup plus de sécrétion d'amylase salivaire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'aliments qui contiennent de l'amidon? C'est ce que l'on va essayer de voir dans le document grand E de la répartition du nombre de copies du gène AMI1 dans deux populations à régime alimentaire différent. Bon, nous avons déjà lu cette phrase tout à l'heure. Alors, proportion d'individus en pourcentage, on va de 0%, alors pas vraiment 0 parce que ça veut rien dire, sinon ça veut dire qu'il n'y a personne. Donc un petit peu plus, un 0,01, 0,01 on va dire, jusqu'à 27 à peu près. Oui, mais on obtient une courbe qui ressemble presque à une courbe en cloche, mais pas tout à fait. Donc on a des colonnes en fait qui nous représentent le régime alimentaire. Si les colonnes sont rouges, c'est que le régime est pauvre en amidon. Et si les colonnes sont bleues, c'est que le régime alimentaire est riche en amidon. On s'aperçoit que pour 2 copies du gène AMI1, il y a 0,1% d'individus, enfin il y a une proportion de 0,1% d'individus qui a un régime riche en amidon. Pour 3 copies du gène AMI1, il y a presque 10% d'individus qui ont un régime pauvre en amidon. Et pour 4 copies riches en amidon pour également à peu près 10% de la population. Donc 3 copies, 10% pauvres en amidon, 4 copies, 10% riches en amidon. Pour un tout petit peu plus que 4 copies, on va dire on va dire 4 copies, mais c'est un petit peu plus en fait. On a 25% d'individus qui ont un régime pauvre en amidon. Tandis que pour 5 copies, il y a 25% aussi à peu près, bon, un petit peu moins, 25% de la population, donc 25% de proportion d'individus qui ont un régime pauvre en amidon, tandis que 15% ont un régime riche en amidon. Alors il va falloir réussir à se dépatouiller de ces informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, s'il y a beaucoup, parce que si on va vers 15 copies, en fait, il y a seulement 0,2% de la population qui ont un régime riche en amidon. Donc ça veut dire que plus le nombre de copies augmente, ça ne veut pas dire forcément que c'est en relation avec un régime riche en amidon. Donc ça veut dire qu'il y a une autre raison qui fait qu'il y a des copies qui se sont multipliées, sans doute par crossing over, on va en parler tout à l'heure. Mais en fait, on s'aperçoit que l'idéal, c'est d'avoir donc pour un régime riche en amidon, avoir 6, 7 ou 8 copies. Mais au-delà de 8 copies, ça ne sert pas à grand chose en fait. Sans doute parce que la quantité d'amylase salivaire qui est produite suffit à digérer ce que les gens mangent. Il n'y a pas besoin d'excédent en fait. Et pour le régime pauvre en amidon, c'est à peu près le même principe. Il faut 4 à 5 copies à peu près, voire 6 copies. Donc ça veut dire que finalement, que ce soit pour un régime riche en amidon ou pauvre en amidon, le nombre de copies idéal se situe pratiquement entre 4 et 8,
à peu près, et que pour un régime pauvre en amidon, eh bien 4 copies, voire 5 copies, correspondent à une proportion de 25% d'individus. Bon, c'est un peu flou ce que je vous dis, parce que moi c'est facile, j'ai le graphe devant moi, mais vous devez un peu patauger dans la choucroute. Alors on va essayer d'expliquer ça autrement. En tout cas, vous avez compris, on cherche à voir s'il y a une corrélation entre la sécrétion d'amylase salivaire, le nombre de copies du gène et les habitudes alimentaires. Donc on a déjà commencé à en parler un petit peu. On va expliquer de manière plus concrète. Alors, donc on a pris un exemple humain de duplication génique sous l'angle de l'avantage qu'il peut procurer pour un individu en adaptation avec son environnement. Alors, d'après le document 1b, la grande diversité de la teneur en amylase de la salive d'un individu à l'autre varie de 0,3 à 6 mg par millilitre à peu près. Donc le document 1c nous a montré nous permet de faire une hypothèse. L'hypothèse, c'est que cette variabilité observée est liée à une différence dans le nombre de copies du gène AMI1. A, grand M, Y1. AMI1. Hypothèse que l'on a validée, que l'on peut valider grâce au document 1D. La liaison avec l'environnement à travers le régime alimentaire a pu ou peut être faite en mettant les déductions équivalentes, en mettant en relation les déductions que l'on a vues précédemment, en relation bien sûr avec les documents 1A et 1E. On peut corréler un nombre plus élevé de copies du gène AMI1 avec la production d'une salive plus riche en amylase en adaptation à un régime alimentaire riche en amidon. Donc c'est finalement le régime alimentaire riche en amidon qui permet, l'avantage d'un nombre de copies plus élevé, c'est que si le régime alimentaire est riche en amidon, eh bien ça va favoriser évidemment la digestion de l'amidon, puisqu'il y aura plus d'amylase salivaire. Donc voilà. Alors ensuite, essayons de parler essayons de comprendre en fait pourquoi il y a eu un nombre plus important sur un chromosome, le chromosome numéro 1, que sur l'autre. Eh bien, on pense tout de suite au crossing over, qui ne va pas échanger du matériel de manière équitable. Par exemple, s'il y a un petit bout ici, il y aurait un autre petit bout qui serait échangé de la même grandeur. Mais là, on peut penser que on va avoir un crossing over anormal et une duplication génique. En fait, donc procurez-vous une image de crossing over normal et puis trouvez un document sur une anomalie, le crossing over inégal. Le crossing over, il correspond à un échange de portions homologues de chromatine entre deux chromosomes appareillés lors de la prophase 1 de la méiose. Pour que cet échange n'entraîne ni perte ni gain de matériel génétique, il faut que les deux chromosomes appareillés soient parfaitement alignés. Ce qui n'est pas toujours le cas. Un crossing over inégal peut en effet se produire. Dans ces conditions, les portions de chromatide échangées ne sont pas de la même longueur. Donc ça permet de comprendre, on commence à comprendre que au niveau des deux chromosomes numéro 1, il y avait plus de gènes AMI1 sur un chromosome que sur l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on comprend bien qu'il y a eu un crossing over inégal. Donc vous pouvez trouver un schéma où
par exemple, on aurait un chromosome homologue qui est en bleu sur mon schéma, et un chromosome et son homologue qui serait en orange sur mon schéma également. Donc on aurait pour une chromatide le gène A, le gène B, le gène C, donc en bleu, et en orange, donc on aurait une chromatide qui ne changera pas, au niveau de laquelle il n'y aura pas de crossing over, donc pas d'échange. Donc on aurait le gène A, le gène B, le gène C, ça ne changerait pas, mais au niveau des chromatides qui vont échanger du matériel, on peut avoir le gène A qui va être échangé avec, enfin le gène B plutôt va être échangé et avoir le gène C en remplacement, et c'est tout. Alors que le gène A, le gène B qui se suivent, et le gène B et le gène C qui vont se suivre dû à la cassure, à l'échange de matériel en fait, va faire que l'un des petits morceaux de chromatide va être plus long, plus important en tout cas. Donc simplement échange de matériel de longueur différente en fait. Et c'est ce qui explique que sur le chromosome numéro 1, on a plus de copies du gène amien que sur l'autre. Bon, l'explication vaut ce qu'elle vaut, mais vous avez compris qu'il y a un échange inégal. Donc on vient de voir des éléments explicatifs sur le mécanisme qui permet la multiplication d'un gène en présentant la duplication génique. Donc on avait bien parlé de crossing over inégal. Donc il faut bien distinguer le crossing over normal, fréquent et générateur d'un brassage génique, de celui du crossing over inégal qui relève d'une anomalie mais qui peut enrichir le génome, comme on l'a vu, puisque lorsque le régime alimentaire était riche en amidon, eh bien, un nombre plus important de copies était relativement intéressant. Alors, donc, on comprend bien que la duplication du gène de l'amylase a pu constituer un avantage sélectif, puisque posséder un nombre de copies plus élevé du gène permet de produire une salive présentant une plus forte concentration en amylase, ce qui permet de digérer plus efficacement l'amidon, les glucides, ce qui permet de digérer plus facilement l'amidon, qui est un glucide, donc un sucre présent dans de nombreux aliments, les céréales notamment. Donc là, si 2 des 4 chromosomes monochromatidiens obtenus portent la totalité des gènes ABC, alors vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas le schéma. L'un a perdu le gène B, tandis qu'un autre en possède 2 exemplaires. Et lors de la fécondation impliquant ce dernier gamète, eh bien la cellule œuf obtenue possédera donc 3 exemplaires de B, du gène B, et non pas 2. Et on obtiendra également une cellule œuf ne possédant qu'un seul exemplaire du gène B, apporté par le gamète n'ayant pas subi de crossing over inégal. Bon voilà, vous n'êtes pas obligé de reprendre l'explication. C'est un peu confus si vous n'avez pas les documents, j'en suis conscient. Enfin, donc dans le document numéro 3, en fait, vous avez une grande importance évolutive. Alors on vous présente un arbre phylogénétique de quelques mammifères indiquant le nombre de copies du gène amien. Les rectangles plus clairs sur votre schéma correspondent à des variantes dans le nombre de copies. Donc essayez de vous procurer ce document, arbre phylogénétique de quelques mammifères indiquant le nombre de copies du gène amien. Alors si vous regardez avec moi, vous apercevez que des chercheurs ont élargi l'étude à 84 espèces de mammifères
dans le but de situer les phénomènes de duplication du gène AMI1 survenus, donc phénomène de duplication survenu au cours de l'évolution génique, et de les mettre en relation avec le régime alimentaire des espèces étudiées. Les mammifères ont été rangés dans 3 groupes. Alors, je dis, et puis après vous allez pouvoir regarder. Donc, le régime alimentaire spécialisé pauvre en amidon, S, par exemple, lapin, bovin, caprin, équidés, cétacés, chauves-souris, loups, félins, lamantins et marsupiaux. Donc, pauvre en amidon. Alors, ensuite, un régime alimentaire diversifié contenant une quantité significative d'amidon, donc lettre petit d, bien ce sera l'homme, le chimpanzé, orang-outan et gorille, cercopithèque, capucin ouistiti, divers rongeurs. Et puis un régime alimentaire riche en amidon, petit a. Il s'agit d'espèces domestiquées ou vivant dans l'entourage de l'homme. Alors petit a, vous avez par exemple la souris, le rat, le porc et le chien. Alors pour l'homme, on s'aperçoit qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 copies du gène AMI1. Pour le chimpanzé, on a 3 copies. Pour le gorille et l'orang-outan, on a 3 copies également. Cercopithèque, 3 copies. Pour les capucins et ouistiti, on a 2 copies. Pour divers rongeurs, comme par exemple l'écureuil, il y a 4 copies. Les souris, 7 copies, presque autant que l'homme. Le rat aussi. Alors le rat, non, un petit peu moins, 3 et 3, 6 copies. Le lapin, 3 copies. Les bovins, 2 copies. Les caprins, 1 copie. Donc régime pauvre en amidon évidemment. Le porc, eh bien il y en a beaucoup. 3 et 3, 6, 7 copies. Les équidés, 1 copie, de même que les cétacés et les chauves-souris. Le chien, à 3 et 3, 6, 7 copies. Le loup, 1 copie, de même que le félin, les éléphants, les lamantins, les marsupiaux. Donc voilà, donc c'est relativement intéressant ce document. Ça permet de mieux comprendre que plus il y a un régime en fait riche en amidon, et plus le nombre de copies important est avantageux en fait. Donc on a bien dans ces cas-là un avantage sélectif donc qui a été dû ces duplications à des crossing over inégales ou inégaux. Donc on comprend bien l'importance évolutive de la duplication du gène AMI1, le lien découvert dans le document 1 précédemment, donc dans le premier document que l'on a étudié, entre le nombre de copies du gène et le régime alimentaire trouve sa confirmation chez de nombreuses espèces de mammifères. Donc on remarque que les espèces au régime alimentaire spécialisé pauvres en amidon ont toutes un petit nombre de copies du gène, tandis que les espèces qui ont un régime alimentaire plus riche en amidon ont un nombre de copies plus élevé. On perçoit alors l'importance évolutive du processus de duplication génique grâce entre autres à ces crossing over inégaux. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. On a parlé d'anomalies à l'origine d'un enrichissement des génomes. On s'était posé le problème comment des gènes peuvent-ils se multiplier dans le génome et est-ce que cela a un avantage pour les individus et les espèces concernées. Bien, comment il peut se multiplier? Eh bien, par crossing over inégal. Et représente-t-il un avantage? Eh bien oui, parce que lorsque le régime alimentaire, par exemple dans notre exemple, régime alimentaire riche en amidon, eh bien le nombre plus important de copies amenait plus d'amylase salivaire et par conséquent faciliter la digestion de l'amidon. Voilà, donc on a fait le cours tranquillement, vous avez remarqué. Eh bien ce cours est terminé et merci.
petit sourire.